Nous donnons de l'argent, le pouvoir, les armes, pour nous assurer de faire fonctionner ce système. C'est de cela qu'il s'agit fondamentalement. Toute l'hypocrisie sur la transparence et la démocratie et toutes les autres, c'est du n'importe quoi. Parce que nous ne pourrons jamais, en tant qu'économistes occidentaux et en tant que décisionnaires occidentaux, nous ne pourrons jamais accepter que l'Afrique s'industrialise et qu'elle commence à fabriquer des produits manufacturés. Et nous ferons tout pour arrêter cela. Je remercie encore une fois le collectif critique de m'avoir invité. Je pensais qu'il ne le ferait plus après le dernier bad buzz que j'ai fait. Je dois avoir contrarié beaucoup de personnes, j'en suis sûre. Chaque fois que je fais une présentation, je contrarie beaucoup de personnes. Mais jamais les collectifs de critiques le font, que nous devons penser de la même façon. Je les félicite vraiment, c'est incroyable de voir autant de personnes ici et je félicite également les universitaires de se lier à nouveau avec le collectif critique. Cela fait un certain temps et j'espère que ce partenariat va continuer à s'épanouir parce que c'est tout simplement incroyable de voir le nombre de personnes. Je dois m'excuser pour deux choses. La première, c'est que je dois m'excuser à l'avance, je ne suis pas un expert de l'Afrique. Ce que je vais vous offrir n'est peut-être pas suffisant, mais ce sont des observations de bon sens. J'espère que c'est du bon sens, mais parfois, il vaut mieux ne pas être un expert, vous savez, pour pouvoir voir les choses de façon objective. La deuxième chose, c'est que je porte le mauvais pantalon. J'étais en train de préparer ma bicyclette, alors j'ai mis mon vieux pantalon. Et je vous prie de ne pas filmer cette partie parce que ma femme va immédiatement demander le divorce. Ok, alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer quelques graphiques et quelques analyses. Juste pour vous donner une idée de ce que vous savez déjà. Ce que cette présentation vise fondamentalement à dire, c'est que l'Afrique, historiquement, l'Afrique subsaharienne, a été fondamentale pour la prospérité mondiale des pays avancés et l'Afrique avait un rôle à jouer. Elle a un rôle de producteur de matières premières. Nous ne laisserons pas l'Afrique subsaharienne s'échapper. Nous faisons tout pour la maintenir là où elle est. Il est donc essentiel de clarifier ce point. Et cela signifie que toutes les structures économiques, toutes les institutions mondiales et l'économie que nous enseignons à tout le monde sont conçues pour maintenir l'Afrique exactement là où il se trouve. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis ou de la Chine maintenant, nous voulons tous la même chose. Nous avons besoin que l'Afrique reste pauvre parce que nous avons besoin de leurs matières premières et on a besoin de cela moins cher. C'est donc ça le message. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien que les Africains ne puissent faire. Bien sûr qu'ils le peuvent, mais ils font face à ce challenge. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si l'Afrique décide de faire les choses différemment, je vous assure que le niveau de vie de tous ceux qui vivent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie va baisser. Et c'est un lourd prix à payer. Je vous assure que l'Occident ne le permettra pas sans leur faire la guerre. C'est donc de cela qu'il s'agit fondamentalement. Ce que je veux vous montrer, c'est comment ces structures fonctionnent. Nous n'avons que 20 minutes, nous ne pouvons donc pas faire grand-chose, mais juste vous donner une petite idée. Et c'est la raison pour laquelle je garde la partie idéologie sur ce tableau. Parce que nous faisons partie de ceux qui produisent et véhiculent ces idéologies dans les universités et les institutions académiques. Nous sommes donc complices de toute cette affaire. Parce que le travail de nombreux universitaires occidentaux consiste à convaincre les Africains qu'ils doivent continuer à faire ce qu'ils font et à leur montrer que c'est de leur faute s'ils sont pauvres et que ce n'est pas de notre faute s'ils le sont. C'est ce que nous faisons dans les institutions académiques et je veux aussi vous montrer cela. Il s'agit donc essentiellement de cela, mais je veux juste vous montrer
à quel point l'Afrique est spécialisée dans la production de matières premières et de biens agricoles de base. Et nous connaissons les causes fondamentales à l'origine de ce sous-développement. Nous savons que c'est la colonisation. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet parce que mon collègue va aborder certains aspects de la colonisation. Mais je veux discuter brièvement des structures économiques mondiales, des institutions financières mondiales ainsi que de l'idéologie économique pour vous en donner un aperçu. Laissez-moi commencer par ceci. Vous ne pouvez pas vraiment le voir si facilement, mais pour ceux que cela intéresse, nous vous mettrons à disposition le PowerPoint pour voir les détails. Mais ce que vous devez vraiment voir, c'est la ligne supérieure et l'étendue de la dépendance concerne principalement cette statistique en haut. Et vous la comparez avec toutes les autres catégories de revenus. Ce que vous voyez est essentiellement dans cette seule statistique. Cela montre à quel point l'Afrique subsaharienne est dépendante de sa production de matières premières. En regardant cette seule statistique, on se rend compte que c'est le cœur même de ce qui fait battre l'Afrique subsaharienne. Si on regarde une autre statistique avec les exportations provenant de l'Afrique subsaharienne, quelle est la part des exportations subsahariennes dans la valeur totale du commerce mondial? On sait que la majorité des ressources proviennent d'eux, mais regardez la dernière ligne concerne les échanges mondiaux. Regardez-la. En 1975, il s'élevait à 0,5%. Et maintenant, il a baissé jusqu'à 0,1%. Ce qui signifie que malgré toutes les ressources rapidement produites, comment gagne-t-il vraiment derrière cela? Rien. Il s'agit d'une donnée très importante alors. Je veux juste vous montrer ce qui s'est passé en Afrique subsaharienne, parce que les études ont montré que, et nous le savons, qu'aucun pays ne s'est développé sans l'industrialisation. Produire uniquement des matières premières ne vous emmènera nulle part. Produire uniquement des matières premières de base ne vous emmènera nulle part. Et regardons maintenant la part des activités industrielles en Afrique subsaharienne. Nous pouvons l'analyser sur les 15 dernières années, 15-20 ans. Nous pouvons même constater que les activités industrielles ont en effet baissé en termes de pourcentage global. 17% des activités totales de l'Afrique concernent l'industrie. Et une bonne partie de ce pourcentage concerne l'industrie d'extraction des mines. C'est la grosse partie de ce pourcentage. Et en fait, nous voyons que l'industrie d'extraction des mines a stagné. Ce qui a causé la chute de l'industrialisation explique cette baisse, c'est la baisse de produits manufacturés. C'est clair, parce que nous ne pourrons jamais, en tant qu'économistes occidentaux et en tant que décisionnaires occidentaux, nous ne pourrons jamais accepter que l'Afrique s'industrialise et qu'elle commence à fabriquer des produits manufacturés. Et nous ferons tout pour arrêter cela. Je vais donc vous montrer comment nous bloquons cela. À certains égards, cela paraît évident, mais c'est moins évident dans d'autres cas. Nous avons maintenant assisté à des périodes de croissance rapide en Afrique subsaharienne. L'objectif, c'est de tromper les gens pour qu'ils se disent « Oh, vous savez, nous allons beaucoup mieux maintenant » et cela s'est produit récemment. Les étudiants sont venus me voir, me dire que nous avons fait beaucoup mieux maintenant, et vous pouvez voir les taux de croissance. Le taux de croissance a augmenté assez fortement. Mais ces derniers temps, les taux de croissance commencent à diminuer à nouveau. Mais si vous observez de plus près, historiquement, ce phénomène est déjà survenu plus tôt.
Pourquoi? Parce que dans ces deux périodes, il y a eu l'industrialisation rapide de l'Asie de l'Est. Et encore avant cela, il y a eu la croissance. Le deuxième élément, la deuxième stratégie clé, c'est la dette. Je disais à certains de mes étudiants aujourd'hui, était-ce aujourd'hui ou hier, je leur parlais du livre « Les aveux d'un tueur à gages économique ». Avez-vous déjà entendu parler de ce livre? Un livre écrit par John Perkins qui a travaillé pour une très nébuleuse banque opaque dont personne n'avait jamais entendu parler. Cette banque a été créée dans les années 1950 par le FMI, la CIA et le département d'État américain. Et cette banque n'avait qu'un seul but, celui de prêter aux pays en développement qui produisaient des matières premières afin de les endetter. Une fois que vous m'êtes redevable, je vous contrôle. Cette banque avait 4000 employés, mais personne n'a jamais entendu parler de cette banque. Vous voyez? Mais ils allaient de pays en pays offrant des prêts. Et si le président n'acceptait pas le prêt, il serait tué. Dans son livre, il donne deux exemples de présidents qui ont été tués parce qu'ils n'avaient pas accepté le prêt. Vous voyez, le prêt est également très important pour piéger le pays. Il est très important qu'il fasse partie de ce processus. J'enseigne au Suriname. Et au Suriname, ces derniers temps, les devises étrangères étaient très importantes. Les réserves étaient si grandes qu'ils n'avaient pas besoin d'emprunter de l'argent. Et puis, l'un de mes étudiants, qui était très haut placé au sein du gouvernement, m'a confié, vous savez pourquoi le FMI essaie de nous convaincre d'emprunter de l'argent aux étrangers? J'ai pensé, vous savez, désolé pour tout ça, mais ça c'est le jeu. Et finalement, le Suriname a emprunté cet argent parce que le FMI a dit que si les étrangers vous prêtent, alors tout le monde pensera que le Suriname est un pays si fort économiquement et que les étrangers s'intéressent à vous en vous prêtant de l'argent. Avant que Lula n'arrive au pouvoir, vous savez, l'ancien président du Brésil, Cardoso, son prédécesseur a contracté un gigantesque prêt international. Aucune nécessité de contracter le prêt. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vous aurai attrapé dans les filets de la dette, je te tiens pour toujours. Tu es mon prisonnier. Donc c'est énorme, la toile d'araignée qui a piégé l'Afrique subsaharienne et les maintient. Donc c'est d'abord l'aide, ensuite la dette. Nous avons une troisième structure qui, là encore, n'est pas connue de beaucoup de personnes. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place et qui continue à ce jour sans que personne n'en parle et ne dise quoi que ce soit. C'est l'achat monopolistique structuré. Cela concerne l'achat de toutes les matières premières et les biens agricoles produits dans les pays en développement. Il n'y a que 4 ou 5 multinationales occidentales qui achètent tous ces biens et ils se mettent d'accord entre eux. Donc si vous prenez n'importe quel produit important, ces multinationales occidentales s'entendent entre elles. Même si nous allons jusqu'à la production de bananes, il y a seulement 4 ou 5 multinationales qui s'associent afin de s'assurer que le contrôle est total. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils forcent tous les producteurs à produire la même variété de bananes. Une banane uniforme. Vous savez, la merde que vous achetez en Occident et qui n'a pas de goût. Vous vous rendez dans n'importe quel pays en développement, vous savez quel goût a une banane, n'est-ce pas? Il y en a tellement qu'il y a beaucoup de variétés, mais nous n'en commercialisons qu'un ou deux types. Donc nous avons le contrôle. Vous voyez, si vous ne produisez pas cela au prix que je souhaite, alors j'achèterai dans les pays voisins. Vous voyez donc comment nous prenons contrôle pour que ces acheteurs imposent ce contrôle. C'est comme ça qu'ils les gardent en faisant baisser les prix de plus en plus bas. C'est le jeu, personne ne dit rien à ce sujet. Il n'y a pas de commission d'enquête pour dire que c'est illégal ce que vous faites. L'OMC n'a rien à dire à ce sujet.
Mais désolé de vous dire que si le prix de la banane est multiplié par 10, surtout pour les personnes comme moi qui aiment les bananes, je protesterai. J'aime ma qualité de vie et mon niveau de vie. Et c'est pareil pour toutes les autres matières premières que vous voyez. Nous en profitons tous. Nous sommes complices de cela parce que nous allons protester et crier si notre situation venait à changer. Maintenant, parlons de ces institutions internationales et je dois vous dire ceci dès le départ, ne les considérez pas comme des méchants. La Banque mondiale, l'OMC. Nous pensons toujours que ce sont des grands méchants, des créatures horribles. Ils ne le sont pas, c'est juste de l'économie, c'est la guerre économique. Les riches déclarent la guerre aux pauvres. Cela se produit partout, même à l'échelle d'un pays, les riches contrôlent les gouvernements. Bien sûr qu'ils le font. Vous croyez vraiment que vous vivez dans une démocratie? Sérieusement. Allez, grandissez un peu. Mais nous ne vivons pas dans une démocratie. Il s'agit d'un système pour les riches. Les riches ont mis en place ces institutions pour contrôler explicitement les pays pauvres et ils ne leur laissent pas beaucoup de place pour manœuvrer. Qui, soit dit en passant, lorsque le FMI commence en parlant de la lutte contre la pauvreté, vous devez comprendre qu'il y a un autre jeu là aussi. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais que font ces institutions? Que fait le FMI? Qu'est-ce que réellement l'ajustement structurel? Il s'agit de s'assurer que ces pays continuent à produire ce que nous voulons pour produire ce que nous voulons. Nous veillons à ce qu'ils aient un solde récurrent envers nous et qu'ils aient des problèmes de paiement. Vous remarquerez que ces pays ne sortent jamais des problèmes de balance, des paiements. Vous remarquerez que les pays qui n'ont jamais pris le soutien du FMI n'ont jamais de problème de déséquilibre et n'ont jamais de problème de balance. Par contre, les pays qui continuent d'obtenir des conseils et le soutien du FMI ont toujours des problèmes de balance et de paiement. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous les gardons étranglés et prisonniers. Et c'est ce que nous avons fait avec le FMI et la Banque mondiale. Et ils ont également fait quelque chose de très important. Ils ont détruit l'autosuffisance alimentaire de ces pays. C'est la colonisation qui a bien commencé cela, mais l'une des choses les plus importantes, c'est que nous avons détruit l'indépendance alimentaire. La colonisation a commencé cela et la Banque mondiale a poursuivi. Ils ont obligé la plupart des pays à éliminer toutes les subventions et aides alimentaires. Parce que lorsque vous ne produisez pas votre nourriture, j'augmente mon contrôle sur vous. Comment nous le savons? Comme nous le savons, il s'est passé quelque chose de très drôle il y a quelques années. Mais ce n'est pas si drôle que ça en fait. Il s'agit de la famine d'un grand nombre de personnes au Malawi. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent parce que c'était vraiment tragique. Mais le ministre des Finances malawien, qui était alors terriblement menacé à l'époque, a soudainement rompu le silence et a dit « Vous savez bien pourquoi nous avons cette famine. Parce que l'une des conditions du prêt accordé par la Banque mondiale a détruit tous nos stocks excédentaires de céréales. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, nous vous voulons dépendants. » Dans les années 1970, le Sénat américain, le Congrès américain a déclaré que nous ne permettrons pas à l'Amérique latine de produire sa propre nourriture. Nous lancerons une stratégie impliquant le FMI et la Banque mondiale pour détruire l'autosuffisance alimentaire de l'Amérique latine. Alors ils seront effectivement notre véritable bas-secours. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Regardez tous les pays d'Amérique latine. Si vous observez de près, ils étaient autrefois autosuffisants sur le plan alimentaire, mais ils ne le sont plus aujourd'hui. Maintenant, voici la cerise sur le gâteau, la beauté de tout cela. Je les félicite. Vous savez que je les admire, parce qu'ils le font si bien. Je sais que cela semble vraiment pervers, mais nous avons maintenant dans l'OMC quelque chose qui s'appelle l'accord sur l'agriculture. Et vous savez ce que cet accord sur l'agriculture des États stipule? Il dit que si vous n'avez pas de subvention, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces subventions pour la production alimentaire. Mais si vous avez des subventions et des aides alimentaires, alors vous pouvez les garder. Mais qui a toutes les subventions et les aides alimentaires? Les États-Unis et l'Europe ont les plus grands budgets dans le monde pour soutenir leurs agriculteurs.
Ce sont les États-Unis et l'Europe, mais la Banque mondiale et le FMI a détruit toutes ces subventions que vous voyez. Toutes les subventions ont été détruites et maintenant, nous disons à ces pays, vous n'avez pas de subventions, pas de chance. Vous voyez, nous les gardons dépendants. Nous les gardons suspendus à notre cou. Je n'ai plus que 5 minutes, donc je dois bien choisir mes exemples, mais nous avons de nombreux exemples dans l'OMC pour vraiment arrêter l'industrialisation de l'Afrique. C'est le point crucial. Nous ne pouvons pas leur permettre de produire des produits finis. Ce n'est pas difficile. Croyez-moi, ce n'est pas difficile. Nous avons besoin de gouvernements nationalistes, nous avons besoin d'eux engagés pour l'industrialisation et il ne faudra pas plus d'une décennie pour les sortir de leur situation. C'est le point fondamental. Mais le prochain cycle de l'OMC est conçu pour bloquer cette industrialisation. Si nous avions plus de temps, je passerai en revue toutes les différentes choses qu'ils essaient de mettre en place pour empêcher toute autre personne de monter sur l'échelle. Vous avez lu le livre de Ajun Chang, Kicking l'échelle, que vous voyez, lorsque nous devenons riches, nous nous assurons que d'autres ne peuvent pas monter sur cette échelle et nous rejoindre. Et voici de quoi est composé le prochain cycle. Il s'agit de s'assurer qu'en particulier, les pays africains ne s'échappent pas. Puisqu'il ne me reste que 3 minutes, je vais parler de l'aspect idéologique, parce que c'est important pour les universitaires. Vous voyez, ce que nous enseignons, dans beaucoup de cas, c'est de la merde. Nous ne savons pas ce que nous vous apprenons, ce que nous avons appris, mais de toute façon, vous étiez à l'université, vous avez obtenu votre diplôme et vous partez. Et vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose. Mais parfois, nous enseignons des choses très destructives. Lorsque nous apprenons des choses sur les pays en développement. L'une des choses les plus destructives et dommageables est que nous apprenons encore la doctrine de l'avantage comparatif. C'est un mensonge du début à la fin. Elle a été décimée à de nombreuses reprises. Mais nous le conservons dans tous les programmes d'études. Pourquoi? Parce qu'il dit aux pays d'Afrique subsaharienne que leur destin, c'est de produire des matières premières. Si vous produisez des matières premières, vous deviendrez riche, tout comme nous le sommes à l'Ouest, en Occident. Vous voyez, c'est le jeu que nous jouons et cela a aussi pour but de vous embrouiller. Nous construisons même normalement des modèles avec ça, des modèles mathématiques, afin que vous n'ayez vraiment aucune idée de ce que nous sommes en train de faire. En parlant de cela, tout semble très scientifique, alors que nous avons la version moderne de cela. Parce que, étant donné que tout cela est un échec, que nous savons que tout cela est un échec, nous avons maintenant une nouvelle génération d'économistes qui dit c'est seulement un échec parce que vous êtes tous corrompus dans vos pays. Nous appelons cela la nouvelle économie institutionnelle. Vous avez probablement tous appris tout cela, mais vous ne savez pas pourquoi ils l'ont inventé. Il a été inventé pour vous dire la même chose, que vous devriez continuer à produire des matières premières, mais ne soyez pas aussi corrompus que vous l'étiez avant. Personne ne vous a jamais dit que l'aide était conçue pour réellement lancer le processus de corruption, dans un premier temps. Mais nous avons besoin de la corruption pour nous assurer que vous faites toutes ces choses. Mais désormais, nous blâmons les victimes. Vous êtes pauvres parce que c'est essentiellement de votre faute. Et vous êtes pauvres, stupides et corrompus. C'est fondamentalement le message que nous faisons passer aux gens. Nous avons également de nombreuses justifications, mais je vais dire quelque chose d'assez controversé pour terminer. Et la jeune fille, juste là, est heureuse que je termine parce que elle a besoin de me discipliner. Il y a également les approches plus éclairées, qui sont potentiellement aussi destructeurs pour le développement de l'Afrique subsaharienne. Et c'est là que je reviens au FMI dans la Banque mondiale, que vous voyez maintenant. Ils sont tous dans la lutte contre la pauvreté. Ils veulent que vous vous concentriez sur la redistribution des revenus, et c'est une bonne cause. Vous êtes jeune, vous êtes socialement conscient, vous n'aimez pas l'injustice, alors vous gravitez vers ce que nous appelons des stratégies en faveur des pauvres.
Mais en réalité, je suis désolée de vous dire cela, c'est pas ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin d'une industrialisation agressive. Lorsque la Chine était un pays communiste et qu'il y avait la répartition égale, qui craignait la Chine? Qui les prenait au sérieux? Ils n'avaient même pas la taille des Pays-Bas. Mais aujourd'hui, je ne peux pas offrir un site internet ou un magazine sans voir la Chine, la Chine, la Chine. Et nous savons, ce qui a construit la Chine, ce n'est pas le socialisme ou le communisme. C'est le capitalisme, les gars. C'est la fabrication, c'est la production, c'est ce qui crée des emplois. Ce n'est pas pro-capitaliste, mais c'est la réalité. Je ne suis pas pro-capitaliste, mais c'est la réalité. Malheureusement, nous allons maintenant au tribunal nous faire rattraper avec le bon flic et le mauvais flic. Le FMI nous dira « Oh, vous devez vous concentrer sur la réduction de la pauvreté et la redistribution des revenus, tant que nous pouvons vous emmener loin de l'industrialisation, parce que c'est la chose cruciale, vous savez. J'en resterai là et je suis désolée d'avoir pris autant de temps. » Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants.